Monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, d'abord, merci pour cette nouvelle invitation. J'ai bien noté désormais qu'il fallait que j'inscrive dans ma compréhension de votre groupement et de ses entretiens que vous étiez à la fois des aventuriers, vous êtes passé de Bercy où on cherche encore 60 milliards et vous comptez aller au Louvre en espérant que le parquet tiendra. Je ne fais aucun commentaire sur la redécouverte des bijoux, mais si le directeur général pouvait les rendre avant la prochaine réunion, ça serait bien. Et de votre côté, totalement masochiste, puisque vous m'avez réinvité. Alors, la première fois, vous aviez l'excuse de la surprise, ou du fait que, malgré mes nombreuses interventions sur les chaînes de divertissement en continu, dont certains pensent qu'elles font de l'information, et dont je participe avec complicité à ce phénomène, il y avait encore des doutes sur mon côté naturellement optimiste. Effectivement, il ne l'est pas, mais il ne l'est pas parce que le pessimisme, c'est aussi une manière d'affirmer à la fois sa compréhension de la réalité et éventuellement son affirmation de la volonté. Alors, en faisant le point des événements de la nuit, très tôt ce matin, je me suis demandé comment répondre à votre invitation, puisque j'y suis traité d'éclaireur. Alors, étant officier de réserve, je me suis donc replongé dans les missions qui sont normalement affectées aux militaires, et selon le dictionnaire de l'Académie française, bonne référence, c'est un soldat chargé de reconnaître le terrain en avant d'une armée, d'une unité en marche ou des positions qu'elles occupent. C'est aussi un bâtiment de guerre détaché d'une escadre pour une mission d'exploration. C'est une mission de reconnaissance. Et comme ils sont très optimistes, le dictionnaire a rajouté qu'on pouvait aussi ainsi qualifier les scouts. Je me suis donc interrogé sur la manière dont j'allais aborder cette question avec vous, puisque, eu égard à mon intervention d'il y a 2 ans, rien ne s'est véritablement amélioré. Tout s'est naturellement aggravé pour une raison simple, c'est que nous sommes dans une phase de cycle et que les cycles ne s'interrompent pas brutalement, ils poursuivent un cours, puis connaissent un plateau où il y a là un moment d'interrogation entre la poursuite de l'effondrement ou le rebond. Vous avez d'ailleurs ici dans la salle un vieil ami, Arnaud Montebourg, qui pendant longtemps a été le défenseur du rebond dans une indifférence d'autant plus importante qu'il en était, notamment en matière industrielle, un des meilleurs connaisseurs. Et c'est un peu comme ça en politique. Plus vous connaissez un sujet, moins on vous demande de l'explorer, plus vous êtes ignare, plus on vous donne un ministère. C'est un sujet que j'ai beaucoup connu quand j'étais le conseiller de Michel Rocard, et je dois reconnaître que la situation ne s'est pas améliorée pour tous ceux qui vivent la vie politique au jour le jour ces temps-ci. Alors, Antonio Gramsci, qui n'est pas ma lecture la plus fréquente, mais que j'aime bien par les temps qui courent, dans ses écrits de prison, rappelait que le pessimisme de la connaissance n'empêchait pas l'optimisme de la volonté. Je vais donc rebondir, monsieur le directeur général, sur votre souhait de résilience, qui semble considérer que si tout va mal un peu partout, pour CB, tout pourrait aller mieux dans le futur. Et après tout, pourquoi pas ? Puisque dans les périodes de guerre, connaissent en général les mouvements les plus impressionnants d'évolution technologique, de modernisation accélérée dans un univers de destruction, de perte et de douleur, et se construisent en même temps, pour une fois ce terme a du sens, un processus double qui est celui à la fois de la vigilance et de la résilience, mais aussi un processus qui amène une petite minorité, mais qui peut entraîner une grande majorité, celui de la résistance. Alors c'est vrai, je vous l'avais dit il y a 2 ans, après 1989-90, période que j'ai vécue auprès de Michel Rocard alors à Matignon, nous avons cru à la mondialisation heureuse et nous avons eu la globalisation piteuse avec un effondrement de tout ce qui faisait souveraineté, tout. Puisque nous connaissons des crises qui, pour une fois, ne sont pas successives, mais cumulées. Aucune ne s'est jamais terminée, pas plus la crise sanitaire. Je note d'ailleurs le nombre extrêmement réduit, voire totalement inexistant de masques dans cette salle, comme si
les périodes de Covid et épidémiques avaient disparu. Ce n'est pas le cas. Nous avons connu des crises sociales. Celle des Gilets jaunes n'est pas terminée, en tout cas dans le ressentiment d'une partie massive de la population. La crise environnementale n'en est qu'à ses débuts, puisque les catastrophes sont de plus en plus répétées, de plus en plus tragiques et de plus en plus intenses. Économiques, vous l'avez indiqué, financières évidemment, technologiques, sécuritaires, militaires. Je m'arrêterai là, puisque je pourrais les citer toutes. Et pourtant, ces crises, elles ont changé de nature parce que pour la première fois, comme nous les avons toutes ensemble, nous avons atteint ce niveau de crise totale dont on ne savait pas exactement à quel moment elle se produirait et qui forcerait mécaniquement à une révision générale à la fois de la cartographie mondiale. J'indiquais tout à l'heure à un de mes vieux amis sorbonnard que la nouvelle carte de la Chine n'est pas horizontale mais verticale et que l'empire du milieu est bien au milieu et qu'on se demande où nous sommes. Et c'est une vision du monde qu'il va falloir intégrer. De la même manière que nous sommes en train de découvrir notre effacement, pas notre remplacement, puisqu'en fait, une partie du problème, c'est qu'on n'est même pas sûr que qui que ce soit ait envie de nous remplacer. La nature ayant horreur du vide, ce qui est en train de se produire aujourd'hui, en matière économique, en matière financière, en matière de consommation, en matière d'intelligence dite artificielle, alors elle est peu intelligente, mais elle est très artificielle, mais elle va le devenir, ce sont des mutations extrêmement rapides qui amènent à tout d'un coup découvrir ce qu'un certain nombre d'auteurs écrivaient depuis 10, 15 ou 20 ans, car nous sommes tous un peu dans cette situation terrible. Pascal Boniface, que je salue ici, Arnaud Montebourg et quelques autres, je m'inclurai sur la partie sécuritaro-militaire dans le lot, en train de raconter imperturbablement la même chose, et nous passons rapidement de raconte n'importe quoi à receleur de peurs collectives, et qui se termine en général par « oui, mais on le savait déjà ». Aujourd'hui, le problème que vous avez et que nous avons, c'est que deux catégories de la population se font face et pas celles auxquelles on croit. Elles ne sont pas politiques, elles ne sont pas sociales, elles sont d'une autre nature. Vous avez d'un côté les PRAF, les plus rien à foutre. Cette catégorie-là a décidé délibérément et de manière déterminée qu'il n'y avait plus rien à sauver, si ce n'est soi-même. Cette catégorie-là est en train de se préparer de manière localo-locale, dans des conditions extrêmement limitées et réduites, à des conditions de survie, nonobstant l'effondrement institutionnel qui s'annonce. Et de l'autre côté, vous avez une classe politique, une noblesse d'État, qui a décidé, elle, qu'elle était les P2R, les plus responsables de rien. C'est jamais de leur faute, ils y sont pour rien, tout a fonctionné normalement, ce fut notamment la meilleure phrase de l'opération Bijoux du Louvre, tout a bien marché. Bon, sans doute. Et qui est en train de vivre un univers sans se rendre compte de ce qui s'y passe. Le dernier épisode du jour étant la mise à niveau de la réalité de la taxe foncière, serpent de mer qui a au moins un demi-siècle, mais dont on découvre subitement en plein débat budgétaire dans un gouvernement sans majorité, qu'effectivement elle peut avoir un effet sur l'opinion générale de la population qui n'a aucune intention de payer les 63 € en taux moyen compensé qui lui est demandé, pas parce que c'est 63 €, pas parce que c'est le taux moyen compensé, parce que l'idée que Bercy a fait ça tout seul sans rien demander à personne, avec un gouvernement qui annonce officiellement qu'il va se poser la question de l'opportunité de la mesure tout en ne décidant rien, relève très exactement des failles béantes de la communication publique depuis l'affaire du Covid. Je ne reviendrai pas ici sur le bêtisier traditionnel de le masque ne sert à rien, il sert à tout, c'est une grippe et on va tous mourir. En version cumulée et rapide, c'est toujours un très bon moment, sauf pour ceux qui l'ont vécu. Nous avons vécu au cours des derniers jours des épisodes beaucoup plus importants et tout à fait sous-estimés d'un double problème. D'abord, un début de correction de la chaîne de Ponzi des crypto-monnaies, moins 30% en un an. Certes, elles se remettront parce qu'elles s'auto-alimentent les unes les autres dans une gigantesque opération de cavalerie qui voudrait à n'importe quel petit commerçant d'aller directement à la casse-prison, mais à 30, 40, 50, 60 000 milliards de dollars, too big to fail, comme dirait l'autre. Et puis, une situation de désinvestissement massif et de prise de bénéfices considérable dans le monde mixte, désormais, des puces, de l'IA et de la robotique.
Quand vous avez les plus gros opérateurs mondiaux qui désinvestissent, et des fabricants de puces, et des opérateurs d'intelligence artificielle, et qui vous expliquent que le système va s'autocorriger parce que cette immense bulle va exploser, il faut toujours regarder avec attention. Quand il s'agit d'un pur commentateur qui a investi 3 actions sur son PER, la question est, on ne sait pas bien ce qu'il dit. Quand ce sont les plus gros investisseurs mondiaux, japonais, américains et autres qui vous l'expliquent, il faut les croire. Quand les plus grands milliardaires du monde se préparent gentiment, soit à s'enfuir sur Mars, soit à vivre dans une île fortifiée en Nouvelle-Zélande, il faut les croire. Il y a une partie de notre problème qui est un biais cognitif majeur, c'est que tout ce qui nous traumatise, nous avons décidé de l'ignorer. Nous ne croyons pas à ce que nous voyons, pas par manque de connaissances, mais par incapacité à admettre le réel. Ceci a été vrai il y a en 2000, au moment des affaires de terrorisme, dans le plus grand débat historique de la présidentielle américaine de l'époque, le mot terrorisme n'a pas été utilisé une fois. Le 11 septembre est arrivé légèrement plus tard. Quand on se pose la question des crises à venir, sanitaires, environnementales, IA et autres, tout le monde sait ce qui est en train de se passer, mais personne ne veut y croire. Nous ne sommes pas en capacité, pour l'instant, d'admettre le réel, car il est trop dur, trop difficile, trop douloureux. Et c'est un peu tout le problème qu'a eu le chef d'état-major des armées hier. Il ne dit pas grand-chose de plus que ce qu'avait dit le général de Villiers, puni pour avoir dit la vérité, une des premières victimes réelles de l'hubris présidentielle, du général Burkhardt, qui à plusieurs reprises expliqué ce qu'était notre situation militaire, une armée bonsaï, un peu de tout, beaucoup de rien, réduite à sa plus simple expression par l'illusion de la paix éternelle d'après la chute du mur de Berlin, et qui pourtant aujourd'hui essaye de se reconstruire dans la douleur. Il a tenté d'expliquer qu'il y aurait une confrontation militaire, quelque part, bientôt, un jour, mais le vrai problème n'est pas de savoir s'il y aura confrontation, mais de savoir ce que nous pourrions faire s'il y avait une confrontation. Or, pour l'instant, nous sommes dans la même situation qu'un constructeur de véhicules disant qu'en fait, les ceintures de sécurité, c'est trop cher et ça ne sert pas à grand-chose puisqu'il n'y a pas assez d'accidents. La problématique générale du code de la route diplomatique, c'est qu'il n'y en a plus. Le retour à la réelle politique se fait face à des Européens persuadés que la diplomatie est la bonne méthode de gestion des crises. On ne peut pas travailler sur la paix avec des spécialistes de l'escalade pour la désescalade quand notre posture n'est pas d'escalade. Il y a un moment où il faut faire des choix. Soit l'aplatissement, soit la décision qui est que nous ne pourrons pas tenir une guerre et qu'il faut mieux négocier tout de suite pour que ça ne coûte pas trop cher en vie, en destruction et en effets secondaires, soit la préparation à la guerre, selon un beau vieil adage, civis pacem parabellum, dont je rappelle qu'il a été inventé par un inspecteur des finances de l'époque et pas par un militaire, Vergès. Il y a un enjeu désormais à la compréhension du monde. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les crises et de tout ce qui va nous arriver. En fait, vous la connaissez bien mieux que moi, vous la voyez au jour le jour. En sécurité personnelle, chez vous, le sentiment dit d'insécurité, qui en fait est le petit mot qu'on a inventé pour climat de violence, comme on a inventé optimisation fiscale pour masquer fraude fiscale. La question aujourd'hui du climat de violence, c'est que le seul indicateur fiable que nous ayons, celui des homicides et des tentatives d'homicide, est le plus haut depuis le demi-siècle dernier, à fin 2024, et les 6 premiers mois de 2025 sont pires que les 6 premiers mois de 2024. La question de la violence est redevenue, dans ce pays qui s'était pacifié et qui avait repris le contrôle sur cette question jusqu'au plus bas historique que nous ayons connu en 2011-2012, il y a à peine 10 ans, un peu plus de 10 ans, est aujourd'hui une inversion de tendance majeure qui se traduit par une perte de contrôle territorial. Alors ce ne sont pas les premiers, ce qui est nouveau en général, c'est ce qu'on a oublié. Le juge Michel a été assassiné à Marseille il y a très longtemps, le préfet Erignac a été assassiné bien avant qu'on assassine le frère de M. Kessassi, mais la multiplication des règlements de compte, la victoire pour la première fois d'une proto-mafia en France. Il n'y a jamais eu de mafia en France, jamais. Elles avaient trop peur de l'État, elles ne s'étaient jamais implantées véritablement, elles ne faisaient que se sauver ou blanchir. Aujourd'hui, pour la première fois,
une proto-mafia défie l'État dans son administration pénitentiaire, dans les cabinets de ses juges d'instruction, en assassinant des militants associatifs, et pas simplement dans le cadre de règlements de compte que je qualifierais de plus traditionnels. Nombre de règlements de compte d'ailleurs qui, du fait de la victoire de la DZ Mafia, est en baisse, puisqu'il n'y a plus d'opposants ni sur la région marseillaise, ni sur la remontée du couloir rhodanien, bientôt dans la banlieue parisienne, et déjà en Belgique et aux Pays-Bas. La réalité de ce qui est en train de se produire, c'est que ce qui a fait le cœur de ce pays, l'État, est en train de se dissoudre doucement et sa dissolution s'accélère. L'État en France a créé la nation, c'est une rareté. Peu de pays ont vu des États-nations, beaucoup ont vu des nations-États, en général des États fédéralisés, plutôt anglo-saxons et plutôt de nature protestante. La France est un pays où l'État a créé la nation. Une nation d'une diversité rare, parce que si quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il y a de commun entre un Basque, un Alsacien, un Corse et un Breton, merci, il y a largement de quoi faire. L'État a décidé de créer une nation et nous avons inventé pour ce faire non pas un récit national que nous avons peu à peu oublié, mais un roman national auquel nous croyons beaucoup, et d'ailleurs de nombreux ouvrages très populaires qui se vendent très bien essayent de revendre l'idée de ce roman national qui n'a jamais existé mais qui nous fait du bien et qui nous rassure le soir au coin du feu. Une partie du problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas réussi à gérer la transition entre l'assimilation obligatoire qui est toujours dans le Code civil et l'intégration que nous avons totalement ratée et qui aujourd'hui nous pose un problème majeur pour savoir comment nous allons réussir avec une crise démographique inédite en France, puisque nous n'avons jamais fait aussi peu d'enfants et que pour la première fois, le nombre de décès est supérieur à celui de naissances. Nous allons régler un petit problème économique et financier qui dépasse largement la question du grand remplacement, mais simplement de savoir qui va payer les retraites, même pour ceux qui ne sont pas encore partis, Monsieur le Directeur Général. La question donc centrale que nous avons aujourd'hui est aussi la manière dont nous allons anticiper les véritables effets de l'intelligence artificielle plus de la robotique. Pendant longtemps, un très grand nombre d'opérateurs pensaient que l'intelligence artificielle allait créer des emplois puisqu'il allait en détruire, puis ont découvert depuis quelques semaines seulement que du technicien de surface jusqu'au codeur expérimenté, tous les emplois pouvaient être remplacés. Quand Amazon annonce 500 000 suppressions d'emplois à venir, ce ne sont pas les emplois habituels. On ne peut plus expliquer aux moins qualifiés que s'ils perdent leur emploi, c'est de leur faute et que s'ils vont se faire former, ils en retrouveront un. C'est fini. La transition vers une société du revenu minimum universel, générée par des recettes venues d'on ne sait pas très bien où, puisqu'il n'y aura plus de consommateurs véritables, est un moment qui va nécessiter une révision totale de la manière dont nous imaginons les transactions commerciales. C'est bien d'avoir une carte bancaire, encore faut-il avoir de l'argent dessus. Et la transition vers la manière dont nous allons consommer est aussi un élément qui va impacter la manière dont nous allons gagner de l'argent, y compris pour ceux qui, déjà à la retraite, se demandent qui va bien leur payer leur retraite, puisque aujourd'hui, on ne cotise plus pour ses parents, mais plutôt pour ses grands-parents, du fait de l'allongement de la durée de la vie et de la difficulté à compenser des déficits sociaux qui sont au cœur même du déficit public en général. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas possible, ça veut dire que c'est extraordinairement compliqué, qu'il faut beaucoup de courage, et ce n'est pas l'élément le plus répandu chez les responsables politiques. Le général de Gaulle avait des termes beaucoup plus grossiers que je n'utiliserai pas ici, sur la production de l'appareil reproductif masculin et sa faible distribution chez les responsables politiques. Il va y avoir un sujet. Alors, pour vous mettre dans une ambiance moins triste, moins pessimiste, je voulais vous rappeler que parmi tous ceux qui ont écrit de la science-fiction, il y en a un au moins qui, parce qu'il était un véritable scientifique, a su anticiper deux phénomènes majeurs. Il s'appelle Isaac Asimov. Premier élément, il a compris que la robotisation allait arriver et il a défini 3 lois de la robotique, des lois essentielles pour la préservation de l'espèce humaine. Ces 3 lois sont au cœur de réflexions qui existent déjà,
notamment sur la responsabilité en cas d'accident de véhicule autonome, sur la responsabilité en cas d'accident d'hélicoptère autonome et bientôt sur la responsabilité en cas de transport aérien autonome. Tout ceci va arriver. On n'y peut déjà plus rien. Il avait même inventé une 4e loi in fine. Et puis, il avait inventé surtout un cycle que je vous recommande de lecture, ça existe en poche, ce n'est pas cher, qui s'appelle Fondation. Dans Fondation, un homme, un scientifique, un académique, Harry Seldon, psychohistorien, explique à ses élèves que la fin inéluctable de l'Empire galactique est déjà actée. On n'y peut plus rien. Ce n'est pas plus rien à foutre, c'est plus rien à faire. On ne peut plus rien y faire. Et qu'il y a 2 options. La première option, c'est vivre avec un chaos qui pourrait durer 30 000 ans, ou le réduire à 1000 ans. Il crée donc une, puis 2 fondations pour réduire la période d'instabilité. Il installe la première sur une planète lointaine, qu'il appellera d'ailleurs Terminus. Je rappelle que ça ne signifie pas la fin, mais la chance d'un éternel retour. Et l'autre, au cœur même de l'Empire galactique, pour arriver à corriger millimétriquement les erreurs fonctionnelles et structurelles du système, afin de lui permettre une véritable renaissance. Alors je le sais bien, gérer le chaos est un art difficile. Et nous ne pouvons pas systématiquement faire porter aux dirigeants d'aujourd'hui les conséquences des décisions prises il y a 10, 20, 30 ou 50 ans. Mais nous avons une capacité formidable à influer sur notre propre destin, millimétriquement, parfois un peu plus, à influer sur la réalité, à poser des problèmes. On peut certes beaucoup se plaindre de nos responsables politiques. Je rappelle pour l'histoire que c'est nous qui les élisons et que nous avons une petite responsabilité sur le sujet. Notre capacité à intervenir, elle est de la même nature que celle qui me fait intervenir chez vous aujourd'hui ou auprès d'un certain nombre de très grandes entreprises françaises ou de jeunes start-up inquiètes de leur propre avenir, de l'évolution de leur marché, de l'évolution de leurs consommateurs, de l'évolution de leur concurrence ou de l'évolution du monde. Et il y a beaucoup de possibilités qui nous sont offertes dès lors qu'on arrive effectivement à passer de ce que j'indiquais tout à l'heure, la résilience à la résistance. Alors, dans quelques mois, nous allons vivre des moments difficiles. Le cessez-le-feu imposé par les États-Unis à l'Ukraine malgré les Européens, la manière dont les accords et la protection des données individuelles vont être quasiment sabrés par l'Union européenne, elle a déjà commencé hier, la manière aussi dont la Chine envahira Taïwan, car quand un dictateur, un chef d'État, bref, quelqu'un vous explique qu'il va faire quelque chose et vous le répète plusieurs fois, qu'il s'agisse de Vladimir Poutine ou Xi Jinping ou Donald Trump, il le fait. Et il va falloir que nous admettions que même si ça nous choque, ce qu'ils disent est en général ce qu'ils font. Je voudrais donc conclure simplement en vous donnant une petite citation de Lord Palmerston, homme politique britannique trop peu connu. C'est pourquoi je dis qu'il est étroit d'esprit de supposer que tel ou tel pays doit être considéré comme l'allié éternel ou l'ennemi perpétuel. Nous n'avons pas d'allié éternel et nous n'avons pas d'ennemi perpétuel. Nos intérêts, eux, sont éternels et perpétuels. Il est donc de notre devoir de les suivre et de les préserver. Mesdames et messieurs, ce type de problème ne commence pas par le haut de l'État, mais par les citoyens qui décident eux-mêmes, quand ils en ont envie, le courage et la lucidité de prendre en main leur propre destin. C'est tout ce que je vous souhaite pour l'avenir. En attendant, si votre masochisme continue à perdurer, de revenir vous voir dans 2 ans pour faire un point sur la partie émergée et immergée de l'iceberg des crises. Merci de votre attention.